Salut scientifique. Vous voyez l'ensemble des nombres naturels? Eh bien, je pense que ça choquerait personne si je vous dis que il existe une infinité d'entiers naturels, n'est-ce pas? On pourrait donc se dire intuitivement que la taille de cet ensemble est infinie, non? Eh bien, l'idée est là, mais qu'en est-il de l'ensemble des relatifs, c'est-à-dire les entiers positifs et négatifs? Sa taille semble aussi infinie, mais étrangement, on pourrait penser qu'il existe plus de relatifs que de naturels, même si dans les deux cas on a une quantité infinie. Eh bien, c'est justement en partie de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le sujet des infinis, laissez-moi vous rappeler qu'en mathématiques, on appelle la taille d'un ensemble son cardinal. C'est-à-dire que le cardinal d'un ensemble, c'est tout simplement égal au nombre d'éléments qu'il contient. Par exemple, l'ensemble que j'affiche à l'écran contient 3 éléments, donc son cardinal est égal à 3. Et si l'ensemble aurait une infinité d'éléments, eh bien son cardinal correspondrait à l'infini. Mais attention, tous les infinis ne se valent pas forcément. On en distingue principalement deux types. À commencer avec ce qu'on appelle l'infini dénombrable. C'est une sorte d'infini qu'on peut compter, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux faire une liste finie représentant une section de l'ensemble. Nous allons prendre comme exemple les nombres naturels. Entre deux éléments qu'on choisit, disons entre 5 et 17, il y a toujours un nombre fini d'éléments entre ces nombres qu'on choisit. À l'opposé, l'infini indénombrable, c'est, eh bien, l'inverse tout bêtement. C'est-à-dire qu'il est impossible de former une liste finie formant une section de l'ensemble. Un exemple typique, c'est l'ensemble des réels. Si on choisit deux réels même très proches, genre par exemple 0,123 et 0,124, il y a toujours une infinité de réels entre ces deux réels qu'on choisit. Mais comment savoir si deux infinis ont la même taille? Étant donné qu'on ne peut pas compter l'infini, on utilisera le principe de la bijection. Rigoureusement, une bijection, c'est une application d'un ensemble A vers un ensemble B, pour laquelle tout élément de B possède un et un seul antécédent dans A, et inversement. Alors, à tes souhaits. En langage courant et intuitif, une bijection ressemble un peu à un exercice de collège où il faut relier des éléments. Par exemple, des mots en français à gauche et leur traduction en anglais à droite. Tu traces des lignes pour associer chaque mot entre eux, de sorte à ce que chaque mot soit relié à un unique mot. On dit qu'ils sont en correspondance un à un. Donc, pas comme ça par exemple. Eh bien, c'est exactement ça une bijection en fait. La seule différence, c'est qu'en mathématiques, on peut l'appliquer à l'infini. Il existe une propriété qui stipule que si on arrive à trouver une bijection entre deux ensembles, cela implique que ces deux ensembles ont le même cardinal, donc la même taille. Prenons par exemple les naturels et les nombres pairs. Intuitivement, on pourrait se dire que les nombres pairs sont moins nombreux que les naturels. Mais en réalité, on arrive à trouver une bijection assez simple. À chaque naturel n, on lui associe 2 fois n. Donc 1 est relié à 2, puis 2 est relié à 4, etc., etc. On a réussi à relier chaque naturel à un nombre pair unique, et inversement. Donc, ces deux ensembles ont en fait exactement la même taille. Contre-intuitif effectivement, mais n'empêche que c'est assez curieux quand même. Vous vous rappelez précédemment lorsque je vous ai dit que les réels sont indénombrables et qu'ils sont par conséquent plus nombreux que les naturels? Eh bien, comment on le prouve réellement? C'est justement le mathématicien Georges Cantor qui a réussi à prouver cela en 1874. Il a procédé par l'absurde. On suppose que les réels sont dénombrables, c'est-à-dire qu'on peut effectuer une bijection entre ces dernières et les naturels, puis on trouve une contradiction permettant de prouver le contraire. Je vais maintenant vous expliquer la preuve de Cantor de manière simplifiée. Supposons qu'on peut lister tous les réels entre 0 et 1 par des décimaux. Ainsi, on forme un tableau infini contenant la partie décimale de chaque nombre compris entre 0 et 1.
c'est-à-dire des nombres du style 0, virgule, partie décimale. Sauf que là on met que la partie décimale dans le tableau, du coup. On notera DIJ, le jème chiffre après la virgule du ième nombre. Essayons maintenant de construire un nouveau nombre absent de ce tableau, qui est pour rappel censé contenir tous les nombres entre 0 et 1 dans les réels. Regardez cette diagonale que je trace. On est d'accord qu'elle contient un chiffre de chaque nombre du tableau. Elle contient le chiffre des dixièmes du premier nombre, le chiffre des centièmes du deuxième nombre, le chiffre des millièmes du troisième nombre, etc., etc. Eh bien, il suffit simplement de construire un nombre décimal de sorte à ce que ces chiffres successifs après la virgule ne soient pas égaux aux chiffres successifs de cette diagonale. Et tada! On vient de former un nombre qui n'est pas dans ce tableau. On est donc face à une contradiction, et par extension, les réels sont donc indénombrables. Pour revenir un peu plus sur Cantor spécifiquement, ce mathématicien a en fait beaucoup travaillé sur les infinis, plus précisément sur l'infini dans la théorie des ensembles. Il a notamment construit une hiérarchie infinie d'infinis, les alephes. Aleph 0, qui correspond à l'infini dénombrable, puis Aleph 1, Aleph 2, etc., etc. Et son hypothèse du continu, qui est en lien direct avec ces Alephs, dit qu'il n'y a rien entre Aleph 0 et le cardinal des réels. D'ailleurs, petite anecdote, il y a deux mathématiciens, Kurt Gödel et Paul Cohen, qui ont démontré au XXe siècle qu'il est impossible de réfuter cette hypothèse, mais qu'il est aussi impossible de la valider. Ou en tout cas impossible dans un système d'axiomes qu'on appelle la théorie ZFC. Désolé, je ne rentrerai pas plus en détail. Alors, êtes-vous capable de trouver la réponse à la remarque de l'intro maintenant? Est-ce que les relatifs sont plus grands que les naturels? N'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire. Dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis, à bientôt sur Lucky Science.